Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 heures, merci de nous rejoindre pour le journal. Dans cette édition, nous évoquerons l'audience accordée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan au président Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est du groupe Heineken qui est à Abidjan dans le cadre de la contrefaçon dont la bière ivoire a fait l'objet. Nous en parlerons en tout début de journal. 350 000 visiteurs, 800 entreprises exposantes avec 30 pays invités. Voilà les chiffres qui caractérisent le Sahara 2019. La 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a ouvert ses portes ce vendredi en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Pendant 10 jours, cette édition réunira les grands acteurs nationaux, régionaux et internationaux. Au Burkina Faso, les initiatives pour vaincre le terrorisme se multiplient. Le pays abrite depuis hier une rencontre avec des participants venus des pays membres du G5 Sahel autour du thème de la cohésion entre les différentes communautés. Il s'agit de tenter de vivre ensemble avec les diversités culturelles, sociales et religieuses. Avant de développer ces titres, sachez qu'hier jeudi au Palais de l'Élysée à Paris, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec le président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont évoqué les relations bilatérales, les questions régionales et internationales. Autre audience, cette fois-ci en terre ivoirienne, il s'agit de celle accordée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan au président Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est du groupe Heineken qui est à Abidjan dans le cadre de la contrefaçon dont la bière ivoire a fait l'objet. Le témoignage de Viviane Haïm. La société Brassivoire qui produit la bière ivoire est une société qui fait partie du groupe Heineken. On sait que récemment, la bière ivoire a été victime d'un scandale de contrefaçon. C'est la raison majeure de la visite à Abidjan du président de Heineken pour les régions Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est, Roland Pirmez, qui a rendu visite au vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan pour échanger. On a eu un support extrêmement positif et extrêmement professionnel de la part des autorités ivoiriennes et monsieur le vice-président nous a confirmé la solution est en cours, il y a des actions en cours et nous sommes extrêmement confidents et confiants que le problème va être réglé rapidement. 1 600 000 hectolitres de bière sont produits annuellement par Brassivoire qui emploie plus de 300 travailleurs et permet aussi à près de 3 000 agriculteurs planteurs de riz dans la région de Korogo d'avoir des revenus grâce à sa politique d'approvisionnement en matières premières locales. Je vous le disais au sommaire de cette édition, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan vient d'ouvrir ses portes en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. La 5e édition du Sahara va se tenir du 22 novembre au 1er décembre prochain à l'espace Sahara sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan avec pour thème agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine? L'événement rassemble en terre ivoirienne les grands acteurs nationaux, régionaux et internationaux du monde agricole pendant 10 jours consécutifs. Cette édition 2019 envisage d'atteindre les 350 000 visiteurs. Le café, vous le savez, peut-être fait partie de nos fiertés agricoles, mais il faut accentuer sa transformation. D'où le programme d'appui à la transformation du café, initié depuis un an par le Conseil Café Cacao. C'est un programme qui vise à promouvoir cette transformation industrielle à travers des opérateurs nationaux capables de créer des emplois et de la richesse. 10 producteurs ont donc été retenus. Ils viennent d'être équipés de matériel de torréfaction du café pour la mise en place de leur unité de transformation. Un torréfacteur d'une capacité d'environ 120 tonnes de café par an. Un moulin pour broyer entre 200 et 300 kg jour et une soudeuse pour l'ensachage de 60 paquets de 200 grammes la minute. C'est ce dont bénéficie chacun de ces 10 producteurs de café. Ils ont été sélectionnés en 2018 suite à un appel à candidature du Conseil Café Cacao. Nous avons fait un mois de formation en interne sur le caféier et nous sommes partis en Europe connaître toutes les subtilités sur la torréfaction du café, connaître tous les métiers qui étaient autour du café. Nous avons fait connaître les qualités du café, la possibilité de faire de la torréfaction de différentes manières.
Et nous avons ajouté l'analyse sensorielle, qui est la dégustation, afin qu'ils puissent connaître réellement quelle est la qualité du produit qu'ils vont vendre. Cette aide à l'installation d'un montant de plus de 200 millions de francs CFA vise à promouvoir la transformation industrielle du café. Nous nous engageons à faire bon usage de ces équipements afin de devenir de véritables champions nationaux et faire la fierté du café en Côte d'Ivoire. Le Conseil Café et Cacao entend mener des actions pour la consommation du café par les populations ivoiriennes. Nous avons encore d'autres aspects que nous allons développer, notamment la sensibilisation, ensuite communiquer aussi souvent sur les vertus du café. La Côte d'Ivoire est le 3e producteur africain de café avec une production de plus de 100 000 tonnes par an. La consommation locale annuelle est estimée à moins d'1 kilogramme par habitant. C'était le compte rendu de Nadia Idja dans un récit de Francis Boifo. À Azaguié, c'est dans le département d'Agboville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Sur place, un champ de cacao est retenu comme site pilote pour la mise en œuvre du projet PSI, un projet de gestion des pesticides obsolètes. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable vient d'y effectuer une visite et se rendre compte des bons résultats obtenus, ce qui confirme la volonté de la Côte d'Ivoire de présenter à tout prix, préserver donc l'environnement à tout prix. Les précisions de Franck Quadio. Azaguié, région de l'Agnébi-Tiassa. Depuis janvier 2018, ces plants de cacao sont traités aux biopesticides, des pesticides biologiques homologués. Quand nous sommes arrivés en 2018 sur cette parcelle, il y avait la pochue brune partout et on peut dire même que le planteur même était vraiment pratiquement découragé. Et dès nos premières applications, nous avons commencé à constater la réduction de la pochue brune. Et depuis, la production est de plus en plus croissante. Avant, nous tournions autour de 700-800 kilos, mais maintenant, avec tous ces conseils, nous sommes dans l'ordre de 2,5 tonnes à 3 tonnes. Ces 4 hectares de cacaoyers traités aux biopesticides sont un site pilote du projet PSI, le projet de gestion des pesticides obsolètes et déchets, associé en Côte d'Ivoire, un projet conjoint de la Banque mondiale et du gouvernement ivoirien pour permettre d'accroître les productions agricoles dans un cadre de vie écologiquement sain. Dans une approche d'agriculture durable, on ne peut pas continuer d'utiliser de fortes quantités de pesticides obsolètes. Parmi ces pesticides-là, on dénombre aujourd'hui 24 qui sont interdits. Donc il faut veiller à ce que ces pesticides interdits ne soient pas utilisés parce qu'ils causent un grand dommage à notre environnement et à notre santé. Nous avons vu l'effort fourni par les travailleurs et surtout la qualité du travail qui est abattu. Ces types de projets ne peuvent que améliorer le travail de nos planteurs et par conséquent protéger aussi la vie non seulement des travailleurs mais aussi des consommateurs. Le projet est prévu s'achever en octobre 2020. Il a déjà fait saisir plusieurs tonnes de pesticides dangereux pour la santé humaine et a soumis un projet de loi au Parlement afin de sanctionner fabricants et utilisateurs de ces produits chimiques toxiques utilisés dans nos champs. Venons-en maintenant à cet atelier de formation qui a vu la participation d'une dizaine d'administrateurs venus des écoles doctorales du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. L'objectif, c'était de définir un plan d'action commun en vue d'une meilleure formation des apprenants. Astou Touré nous en dit plus. 11 experts du Centre ouest africain du service scientifique sur le changement climatique se rencontrent à Abidjan. Cette réunion d'experts en changement climatique et en biodiversité a un double objectif. Préparer la 4e promotion du WASCAL et renforcer les capacités des experts pour une formation de qualité. WASCAL, c'est le Centre ouest africain du service scientifique sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Donc c'est une organisation internationale. L'objectif est de servir l'Afrique de l'Ouest avec des services scientifiques comme son nom l'indique et nous entendons renforcer les capacités scientifiques et techniques de l'Afrique de l'Ouest pour faire face aux défis climatiques. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la lutte contre le changement climatique à travers le programme de formation doctorale sur le changement climatique et la biodiversité au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny.
Toutes choses qui ont davantage contribué à son rayonnement en tant que leader pour la formation en changement climatique. De plus en plus, cette perturbation des climats dans nos pays, même au niveau des saisons des pluies, vous avez vu les pluies diluviennes abondantes à des périodes inattendues, ça témoigne déjà du fait qu'en Côte d'Ivoire, on subit effectivement le changement climatique. Donc dès lors, je pense que notre pays n'a que, à l'instar des autres pays, à s'engager résolument vers la lutte contre le changement climatique. Nous avons plusieurs programmes, mais celui-là particulièrement au sein de Wascal est un programme prioritaire pour la Côte d'Ivoire. À ce jour, le programme Wascal enregistre plus de 250 experts formés, 10 écoles doctorales. 2 autres programmes sont prévus en master au Burkina Faso et au Cap-Vert. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a un nouveau secrétaire permanent. Son nom, Darankoum Sibidi Emmanuel, d'origine burkinabé. Il a prêté serment récemment devant la Cour de justice en présence de notre reporter Sidonie Davila. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a un nouveau secrétaire permanent. Darankoum Sibidi Emmanuel, d'origine burkinabé, est professeur agrégé à l'Université de Montréal. Membre du jury au CAMES, il a été élu le 30 août dernier et vient de prêter serment devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Les textes disent que lorsque le nouveau secrétaire permanent prend ses services, ses fonctions, il doit faire une déclaration solennelle devant la Cour. Il a pris ses fonctions il y a quelques mois, mais il ne pouvait pas continuer sans se soumettre à cette formalité qui pour nous est essentielle. Élu pour un mandat de 4 ans, le nouveau secrétaire permanent compte entreprendre des actions concrètes. C'est un engagement que je prends de servir fidèlement, honnêtement et avec impartialité l'organisation et défendre ses intérêts avec une objectivité, notamment pour servir les États membres et les populations. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, c'est 17 pays. Un potentiel qui gagnerait à être révélé selon le nouvel homme à tout faire de l'OHADA. Créé en 1993, l'objectif de l'OHADA est de faciliter les échanges et les investissements, garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. La Côte d'Ivoire est à la conquête de nouveaux marchés avec le secteur privé. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur initie un atelier de sensibilisation et d'échange sur la mise en œuvre des APE, les accords de partenariat économique, Royaume-Uni, République de Côte d'Ivoire. C'était mardi dernier à Abidjan Plateau. Sidonie Davila nous en dit plus. La Côte d'Ivoire, comme bien de pays engagés dans un processus d'APE, accord de partenariat économique avec l'Union européenne, veut tirer un meilleur profit. Depuis le 1er janvier 2008, nous avons libre accès sur le marché de l'Union européenne sans droit de douane. Maintenant, il reste du côté de la Côte d'Ivoire que nous puissions maintenant démanteler, supprimer les droits de douane sur les produits qui vont venir de l'Union européenne, les matières premières et les équipements essentiellement. Si le secteur privé ivoirien se montre entreprenant en matière de production et d'exportation, le pays pourra faire de ses APE un marché porteur. Depuis 10 ans, les chiffres l'attestent, le commerce entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne se porte bien et est plutôt à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Le tarif douanier concerne à peu près 200 lignes tarifaires, un peu moins. Et le démantèlement, c'est 80% des lignes tarifaires. Donc ça concerne à peu près 5200 lignes tarifaires, mais qui seront libéralisées en 5 phases. Les accords de partenariat économique, APE, sont le nouveau cadre de coopération économique entre l'Afrique et l'Europe. En attendant de conclure un accord global, beaucoup de pays, dont la Côte d'Ivoire, fonctionnent sous un régime intermédiaire. Le 20 novembre dernier, comme chaque année, la Côte d'Ivoire a célébré la journée de l'industrialisation de l'Afrique. L'industrialisation, on le sait, est au service du développement. Elle accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l'efficacité de la main-d'œuvre et crée de nouveaux emplois. On écoute le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Positionner l'industrie africaine pour fournir le marché de la zone de libre-échange continentale africaine
C'est le thème choisi pour cette 30e édition de la Journée de l'industrialisation de l'Afrique. Une invite à réfléchir sur la consolidation des acquis de ces dernières années afin de planifier le futur. À travers la signature de l'accord de la ZLECAf le 21 mars 2018 à Kigali, les chefs d'État de l'Union africaine ont offert au continent une vaste zone de libre-échange constituée de plus de 1,3 milliard de consommateurs. L'Afrique, notre continent, a réalisé des progrès au cours de ces dernières années. Ainsi, la progression du produit intérieur brut réel est estimée à 3,5% en 2018, soit à peu près le même pourcentage qu'en 2017, mais en hausse par rapport à 2012 où il était à 2,1%. Malgré ces résultats probants, l'Afrique détient une faible contribution dans le commerce international avec 3% de part et une valeur ajoutée manufacturière mondiale estimée à seulement 2%. Les États africains se doivent donc d'améliorer ces chiffres en créant les conditions pour une transformation structurelle de leur économie. En ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, il convient de souligner que dans la perspective de l'émergence, le gouvernement a adopté le Plan national de développement 2016-2020, faisant de l'industrialisation l'un des principaux piliers de la transformation structurelle de l'économie. Dans cette dynamique, le ministère du Commerce et de l'Industrie a entrepris d'importantes réformes visant à améliorer l'environnement des affaires et à développer l'activité industrielle. Aussi, la Côte d'Ivoire s'est-elle engagée à faire partie des champions de la 3e décennie pour le développement industriel de l'Afrique, IDA 3, sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, par la promotion de l'industrialisation en Afrique. La Journée de l'industrialisation de l'Afrique est une initiative de la Commission économique pour l'Afrique. Elle est célébrée le 20 novembre de chaque année et vise à inviter les pays africains à s'engager dans le processus d'industrialisation pour se développer. Les propos du ministre ont été recueillis par Cheikh Koné Aboubakar. La 2e édition de l'inclusion financière referme ses portes demain samedi dans les 8 États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle a été lancée lundi dernier. Le directeur national de la BCEAO invite les populations à utiliser les services financiers et à privilégier la digitalisation dans les opérations. Reportage Jean-Jacques Kwameala et Francis Boifo. Ces dernières années, la forte pénétration de la téléphonie mobile a favorisé l'utilisation des services financiers. Près de 5,3 millions de transactions ont été traitées en moyenne par jour en 2018 dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA contre 3,5 millions de transactions en 2017. La valeur moyenne journalière des opérations est estimée à 65,3 milliards de francs CFA en 2018 contre une valeur de 47,1 milliards de francs CFA en 2017, soit une progression de 38,6%. C'est dire l'importance de la digitalisation dans l'utilisation des services financiers. Avec la digitalisation, c'est la sécurité quelque part. La digitalisation aura l'avantage de donner à ces populations-là la possibilité de ne pas se déplacer avec de l'argent physiquement, mais sur une base digitale, de pouvoir avoir accès à leurs fonds. Et vous avez les populations qui pourront désormais payer leurs impôts et taxes à travers les moyens digitaux, donc cela leur évite de se déplacer jusque vers les services financiers de l'État. Et vous avez l'État aussi, qui a la possibilité de payer un certain nombre de prestations sociales à partir de la digitalisation. Le taux d'accès à la monnaie électronique dans l'UEMOA est de 33,9% et celui de la Côte d'Ivoire est de 49,5%. Le directeur national de la BCEAO se félicite des actions menées par la Banque centrale et l'État ivoirien pour améliorer le taux d'inclusion financière, 70,1% en 2018. La journée internationale de l'étudiant, elle a lieu le 17 novembre de chaque année. En Côte d'Ivoire, c'est le 21 novembre dernier qu'elle a été célébrée. C'était à l'université virtuelle de Cocody. C'est une célébration internationale de la communauté étudiante. Le thème retenu cette année porte sur le numérique qui se présente comme une opportunité de formation et d'insertion professionnelle pour les étudiants en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji y était pour RTI.
Les universitaires et les coordonnateurs du projet C2D Éducation Formation suggèrent le numérique comme solution à la surpopulation dans les universités et au chômage des étudiants. Près de 18 000 étudiants intègrent chaque année les universités et grandes écoles, selon le ministère de tutelle. Un diagnostic jugé problématique par les experts en cette journée internationale de l'étudiant. 18 000 étudiants par an, c'est à peu près l'équivalent d'une université. La Côte d'Ivoire ne peut pas se payer le luxe de construire une université par an. Toutes les études ont démontré que c'est le numérique aujourd'hui qui est la solution pour absorber donc toute cette masse d'étudiants qui arrive, qui est croissant. Les formations à distance, l'accès à Internet donne l'opportunité aux étudiants de faciliter leur formation et de s'insérer dans le tissu professionnel. Quel que soit ton emplacement, grâce au digital, tu peux suivre les cours. Que tu sois en Europe, en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout, le digital aujourd'hui facilite la vie. Il s'agit en réalité dans cette journée de faire en sorte que l'étudiant soit porté au plus haut niveau. Nos universités sont en train de s'organiser progressivement pour qu'on puisse aussi enseigner à nos étudiants comment créer des emplois. Parce que c'est quand les universités vont commencer aussi à créer des emplois que nous allons résoudre un peu plus facilement le problème d'insertion professionnelle des jeunes. La journée internationale de l'étudiant, célébrée annuellement, valorise la diversité et l'importance des universités dans la communauté. On en vient maintenant au projet Éducation inclusive en Côte d'Ivoire. Initié en 2013, le projet vise à promouvoir une éducation de qualité pour les enfants en situation de handicap. Les ONG Société Sans Barrières Côte d'Ivoire et Christoffel Blind en ont présenté récemment le bilan partiel 2017-2019. C'était au micro RTI 1 de Stéphane Loboué et Francis Boifou. Sensibiliser les acteurs et partenaires du système éducatif sur la prise en compte de la question des enfants en situation de handicap et informer surtout sur les efforts réalisés en faveur de l'inclusion de ces enfants dans les écoles ordinaires. Voilà qui a conduit à cette rencontre organisée par l'ONG Société Sans Barrières. Nous constatons une prise de conscience de la communauté éducative. Parce que pour que l'enfant arrive dans l'école, il faut que la communauté éducative puisse être sensibilisée à les accueillir. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de constater que les enseignants et les administrateurs du système éducatif sont très disposés à accueillir les enfants dans les écoles. Notre vision au niveau du ministère de l'Éducation, nous disons que chaque enfant est un espoir. Qu'il soit porteur d'handicap ou pas, cet enfant-là, c'est l'espoir d'une famille. Il faut aller le chercher. Il faut aller le buriner. Il faut le malaxer. Il faut le modeler. Et il faut donner une place à cet enfant dans la société. Pour encourager l'enseignement de l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire, des kits braille ainsi que des imprimantes braille et plusieurs autres matériels ont été remis aux enseignants. La prise en charge des enfants en situation de handicap dans les écoles inclusives reste une priorité pour l'ONG Société Sans Barrières. C'est un coup de filet remarquable de la section recherche de la gendarmerie nationale. Recherchée depuis plus de 20 ans par les services de police européens et Interpol, la côte Jean-Claude et sa compagne Van Acker-Hild ont été interpellés ici à Abidjan avant-hier et hier jeudi. Selon la maréchaussée, ils avaient changé d'identité. Le 15 décembre 2011, le couple Lacôte était condamné à perpétuité par la cour d'assises de Flandre occidentale pour le meurtre d'un ressortissant britannique en 1996. Olga Ossiradine, l'ambassadrice de la République de Guinée en Côte d'Ivoire, est en fin de mission. Avant qu'elle quitte définitivement le pays, un dîner d'adieu a été organisé en son honneur au ministère des Affaires étrangères. La diplomate a été faite commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Sa médaille lui a été remise par Ali Koulibaly, le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Lydie Sadia, Sidonie Davila. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. L'ambassadrice de la République de Guinée en Côte d'Ivoire, Olga Siradin, vient d'achever sa mission diplomatique dans le pays. Elle a été élevée au rang de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire lors d'un dîner de revoir en son honneur. En plus de la médaille, elle reçoit un tableau. La Côte d'Ivoire témoigne ainsi sa reconnaissance pour les actions réalisées dans le cadre de la coopération ivoiro-guinéenne. Au moment où s'achève, chère Olga,
votre mission en Côte d'Ivoire, vous pouvez tirer une légitime fierté de toutes les actions que vous avez pu mener durant votre séjour en Côte d'Ivoire et partir avec la satisfaction d'avoir réussi votre mission. La chef de la diplomatie guinéenne a exprimé sa gratitude au président de la République et aux autorités ivoiriennes. Concernant les avancées dans les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, Olga Siradin souhaite voir s'intensifier les relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Le développement de la coopération entre nos deux pays peut à coup sûr apporter des débouchés pour lutter contre la pauvreté en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et freiner l'immigration de notre jeunesse vers l'Occident. Il reste évident, et cela est ma conviction et celle de mon pays, que ces relations sont scellées dans l'acier inoxydable pour l'éternité. Après plus de 7 années d'exercice en Côte d'Ivoire, la diplomate guinéenne Olga Siradin quitte définitivement le pays pour le Ghana. En Guinée, tout comme en Côte d'Ivoire, vous trouverez une ville du nom de Touba. Au Mali et au Sénégal également, on y trouve une ville qui porte ce même nom, Touba. Alors, réflexion toute faite, un projet d'alliance est en train de voir le jour. Une manière de favoriser l'intégration entre ces 4 villes, d'où la tenue de la première conférence internationale qui a eu lieu ici à Abidjan, comme nous le dit Serge Coléa dans ce reportage. 4 villes d'Afrique de l'Ouest, un seul et même nom, Touba. Touba, ville du Sénégal, Touba, localité malienne, Touba, commune de Côte d'Ivoire, Touba, cité guinéenne. Un point commun qui suscite la création d'une alliance des 3 Touba. Ce n'est pas fortuit d'avoir des villes comme ça qui portent les mêmes noms. C'est que quelque part, il y a eu quelque part une histoire. C'est sur ce principe-là que nous partons pour construire à notre façon ce que nous appelons l'intégration des peuples. L'alliance des villes ayant en partage le nom Touba doit permettre, selon l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, d'impliquer les communautés et institutions. Les 4 Touba de nos 4 pays, c'est des pays frères et amis, j'allais dire les mêmes pays, les mêmes peuples. Mais ces villes, il faut les mettre ensemble. Il faut que les jumelages coopération entre ces villes soient un des axes des actions de l'Alliance. Les initiateurs promettent approfondir leurs réflexions et actions en direction des municipalités concernées pour faire de cette alliance un instrument de développement sous-régional. Au Burkina Faso, les initiatives pour vaincre le terrorisme se multiplient. Le pays abrite depuis hier jeudi une rencontre avec des participants venus des pays membres du G5 Sahel autour du thème de la cohésion entre les différentes communautés. Comment vivre ensemble avec les diversités culturelles, sociales et religieuses? Il s'agit pour les participants de proposer des pistes afin que la cohésion sociale soit la principale arme contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Le Premier ministre israélien a été inculpé hier jeudi dans 3 affaires différentes pour corruption, fraude et abus de confiance. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un chef de gouvernement en exercice est mis en examen. Un séisme pour le Likoud et la classe politique. Mais malgré cette décision historique de la justice, le bouleversement du paysage politique israélien n'est pas pour demain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes sur RTI 1. Restez-y, il n'y a pas mieux ailleurs. À demain, 13h, sur la chaîne Kirasa.